L'an dernier, ici même, nous avons formé le vœu que l'attractivité soit placée au cœur de la campagne présidentielle. Nous l'avions fait au nom d'une communauté qui regroupe 20 000 entreprises, celles des sociétés étrangères qui créent de la richesse française et apportent à notre pays une contribution inestimable. Nos sociétés venues d'ailleurs sont citoyennes de la France, où elles emploient plus de 2 millions de personnes, contribuent à hauteur de 29% du PIB, assurent un tiers des exportations, 29% des investissements industriels et, last but not least, 29% de la R&D privée en entreprise. De ces fondamentaux qui font la vitalité d'une économie, c'est-à-dire produire, investir, employer, exporter et innover, nous sommes des acteurs majeurs sans lesquels il ne saurait y avoir croissance et prospérité pour notre pays. Et nous revoilà réunis ici 1 an plus tard, après une année chamboule-tout, où l'invraisemblable a côtoyé l'improbable et où tous les scénarios, même les plus noirs, se sont succédés pour finalement s'arrêter sur un choix d'un jeune président qui avait déclaré sa nomination le 16 novembre de l'année dernière, le jour même de nos États de la France, qu'il a honoré à deux reprises quand il occupait, monsieur le ministre, vos responsabilités. En écartant les démons souverainistes et populistes, la France a alors fait un choix décisif et en matière d'attractivité. Celui-ci a été accueilli avec beaucoup de soulagement par nos maisons mères. Avec surprise aussi, de voir la France capable d'une audace insoupçonnée, mais toujours avec la crainte qu'elle ne tienne ses promesses comme tant de fois avant. Et aujourd'hui, la réforme du travail qui a été menée avec audace et détermination les a, à cet égard, rassurés. Même si elle regrette des décisions, tout le monde comprendra que je fais allusion à ce que vous avez, monsieur le ministre, qualifié de scandale d'État dont vous avez hérité et que nous avons à régler. Des décisions qui vont à l'encontre d'objectifs annoncés. Nos maisons mères saluent une trajectoire très favorable entre diminution progressive de l'impôt sur les sociétés pour les rapprocher à la moyenne européenne, la création d'une flat tax, la diminution des charges et la cession d'actifs pour financer l'innovation. Cette trajectoire va en effet clairement dans le bon sens. Monsieur le ministre, toutes les mesures qui ont été prises sous votre ministère, et nous vous en savons gré, car elles participent à l'attractivité de notre pays. L'attractivité que vous avez décidé de placer au cœur de votre politique. L'an dernier, lors de la dernière édition des États de la France, vous nous aviez adressé dans un message en tant que candidat à la primaire. Dans ce message, nous vous avez dit que, selon vous, et je cite, « La France doit être la plus attractive possible, car c'est la condition de relance de l'activité dans notre pays. » Et puis, depuis que vous avez pris vos fonctions, vous n'avez pas ménagé vos efforts pour être l'Hermès de cette France qui a décidé d'être plus que jamais accueillante et séduisante, bien que à des sociétés comme les nôtres, qui sont, même s'ils sont à capitaux étrangers, des sociétés qui créent de la richesse en France pour les Français. Et en tant que représentant d'une société qui vient d'annoncer, avec un des fleurons de l'industrie française, un projet de fusion, je peux témoigner du fait que vos paroles se traduisent par des actes aussi. Ou comme disent les Américains, « you walk the talk ». Vous avez aussi multiplié des initiatives qui concernent plus directement nos groupes, tous représentés ici.
Je pense à l'amélioration du régime des impatriés, aux mesures de simplification que vous avez prises à l'adresse du secteur financier suite au Brexit, aux annonces que vous avez faites bannissant toute superposition des directives européennes que nous avons appelées l'année dernière le no gold plating et qui a été une des recommandations des États de la France l'année dernière. Et ces mesures répondent toutes à nos attentes. Vous êtes aussi intensément mobilisés pour faire en sorte que notre pays accueille l'Agence bancaire européenne. Bref, vous avez décidé de faire de Bercy un agent booster de l'attractivité et nous vous en félicitons. Vous avez coutume de dire, et ce fut le titre des États de la France voici 2 ans, il faut aller plus vite, plus loin, plus fort. Si je rebondis sur cette devise, Citius, Altius, Fortius, qui est celle des Jeux Olympiques que la France va accueillir en 2024, pour vous inviter, Monsieur le Ministre, à nous dire votre ambition pour que notre pays trouve sa place sur le podium des investissements internationaux et des classements internationaux. Et je reprends l'un de vos propos, remettre la France au premier rang. Monsieur le Ministre, je vous cède la parole avec plaisir. Messieurs les présidents, messieurs les ambassadeurs, chers amis, si vous m'aviez dit en décembre 2016, il y a 1 an, que j'ouvrirais ce matin la 12e édition des États de la France, comme ministre de l'économie et des finances d'Emmanuel Macron, je ne vous aurais pas cru. Si vous m'aviez dit en plus que j'ouvrirais cette édition en vous disant que la France était devenue désormais le pays le plus attractif en Europe, je ne vous aurais pas cru davantage. Enfin, si vous m'aviez dit aussi qu'en décembre de 2017, Johnny Hallyday allait disparaître, je ne vous aurais pas cru non plus. Et je veux vous dire ma tristesse, en ce début de discours, de voir disparaître une des figures dont nous avons, je pense, chacun un petit morceau au fond de notre cœur. Ayons la même rage que Johnny pour défendre la France. Ayons la même rage que Johnny pour relancer notre économie et assurer la prospérité des Français. Nous sommes sur la bonne voie. Il y a 1 an, je vous le disais, on présentait la France comme l'homme malade de l'Europe. Et comme toujours avec le peuple français, qui peut avoir ses accès de pessimisme comme ses accès d'optimisme, on noircissait le tableau. L'industrie française, c'était fini. La puissance politique française oubliée. La place de la France en Europe et dans le monde définitivement perdue. Il a suffi d'un choix. Un choix politique, courageux, fort, pour que les choses changent du tout au tout. Ce choix, c'est celui qu'a fait le peuple français en mai dernier, en élisant Emmanuel Macron comme président de la République française. Je voudrais commencer ce discours sur notre situation économique par cette question politique, parce que vous savez qu'en France, tout procède de la politique. D'autres peuples ont fait un choix différent. Tous les peuples occidentaux sont confrontés à la menace de la désindustrialisation, à l'accélération des transformations technologiques, à la montée en puissance de la Chine, à la disparition d'activités qui étaient des activités séculaires,
Et certains ont réagi par la peur, par le repli sur soi. Le Brexit en est, hélas, le meilleur exemple et le plus triste, à mon sens, pour le peuple britannique. Et puis d'autres, comme le peuple français, ont fait le choix de l'espoir. Ils ont fait le choix d'un nouvel élan. Je crois que rarement dans ma vie politique, je n'étais rempli d'autant de fierté qu'en voyant que le peuple français était capable de se ressaisir et confronté à un choix entre les extrêmes ou le rassemblement, entre la peur ou l'espoir. Le peuple français, à une écrasante majorité, a choisi l'espoir et un nouvel élan. Tout cela, évidemment, nous donne une responsabilité écrasante, celle de réussir. L'élan, il nous a été donné par le peuple français. Le mandat, il nous a été donné, et il est clair, nous ne sommes pas là pour faire des réformes. Nous sommes là pour transformer en profondeur le modèle français pour qu'il soit plus efficace et plus juste. Et ma responsabilité de ministre de l'économie et des finances est de transformer le modèle économique français pour qu'il soit plus efficace et plus juste, les deux ensemble. La France qui se satisfait ou se résigne à avoir un taux de chômage systématiquement autour de 9 ou 10%, les Français n'en veulent plus. La France qui laisserait s'accroître les inégalités, ce n'est pas la France que nous voulons. La France qui accepterait que quelques territoires concentrent toutes les activités, parce que ce sont de grandes métropoles, qu'elles ont les universités, les industries, les bonnes écoles, les centres de recherche et de laboratoires, et puis de l'autre côté des territoires ruraux dont je suis élu, qui n'auraient rien. Ce n'est pas la France que nous voulons. Nous avons devant nous quelques années, pas plus, pour opérer cette transformation économique en profondeur et faire en sorte que les Français retrouvent la prospérité, qu'ils retrouvent l'emploi. Moi, mon vœu le plus cher, celui qui fait que je me lève chaque matin avec enthousiasme, c'est de me dire que, au terme de notre action, les parents français pourront se dire pour la première fois depuis très longtemps que leurs enfants vivront mieux en France qu'ils n'ont vécu eux-mêmes. Parce que l'avenir d'un peuple se joue à ça. Que des parents, vous, moi, ceux qui nous écoutent, puissent se dire « Mes enfants ont la chance infinie de vivre en France parce que dans la France que nous avons créée, on vivra mieux demain qu'on ne vivait hier. » Tous ceux qui défendent le repli sur soi, un conservatisme étriqué, eux, dans le fond, ne cessent de répéter « c'était mieux hier ». Eh bien, moi, je fais de la politique pour que ce soit mieux demain. Pour ça, cela nous oblige à avancer sur des bases très concrètes et à assumer un certain nombre de décisions devant lesquelles beaucoup de nos prédécesseurs ont reculé. Il y a, à mes yeux, 4 piliers sur lesquels nous pouvons bâtir la stratégie économique et financière de la France. Le premier pilier consiste à libérer les forces créatives de notre économie. Il faut donner un cadre plus souple aux entrepreneurs, à ceux qui créent des richesses, avec cette idée toute simple qu'il vaut peut-être mieux créer les richesses avant de les redistribuer. Les ordonnances sur le travail, qui ont été adoptées avec l'impulsion décisive de Muriel Pénicaud, permettent justement à nos entrepreneurs, à nos PME d'embaucher dans des conditions beaucoup plus sûres. Et il ne s'agit pas, comme je l'entends, d'abîmer le Code du travail, de revenir sur des droits acquis. Il s'agit d'adapter le droit du travail à la réalité des entrepreneurs pour qu'ils puissent embaucher dans de bonnes conditions sans à aucun moment revenir sur les droits fondamentaux des salariés.
Cette transformation du Code du travail va donner une meilleure visibilité aux entreprises et va leur permettre d'embaucher plus facilement. Assouplir le cadre, simplifier la réglementation, cela passe également par un système fiscal plus attractif pour les investisseurs étrangers et plus satisfaisant pour nos entreprises. Nos entreprises ont une difficulté qui est toute simple, elles ne sont pas assez profitables. Et une entreprise qui n'est pas profitable, c'est une entreprise qui n'investit pas. Et une entreprise qui n'investit pas, c'est une entreprise qui va disparaître. Alors très souvent en France, on regarde le bout du chemin et on se dit à la toute dernière minute « Ah mais c'est terrible, il y a telle entreprise qui ferme, il y a telle société qui est en difficulté. » Et là immédiatement, c'est plans sociaux, c'est ramdam médiatique. Et on ne se demande pas pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Mais dans quasiment tous les cas, si on est arrivé là, c'est que l'entreprise n'a pas pu se renouveler, c'est qu'elle n'a pas pu investir, c'est qu'elle n'a pas pu innover. Et dans le monde où nous vivons, où l'innovation va toujours plus vite, où les transformations sont toujours plus nécessaires, si nos entreprises ne sont pas suffisamment profitables, elles n'investiront pas. Si elles n'investissent pas, elles n'innovent pas. Si elles n'innovent pas, elles meurent. Alléger l'impôt sur les sociétés, ça n'est pas, comme je l'ai entendu dire trop souvent, faire un cadeau aux entreprises. C'est permettre à nos entreprises de se moderniser pour employer. La réduction du chômage ne passera pas par des politiques sociales qui ont échoué depuis des années et des années. La réduction du chômage passera par une politique économique efficace qui permettra à nos entreprises d'embaucher. C'est peut-être ça aussi la rupture que nous portons avec le président de la République. Même chose sur la question de la finance. Nous avons besoin de la finance. Nous avons besoin de la finance parce qu'elle représente d'abord des emplois directs et indirects très importants. Près de 800 000 emplois en France. Nous avons besoin de la finance parce que c'est le carburant de notre économie et qu'on peut toujours vivre dans un monde tout à fait éthéré, mais enfin, il faut bien que les entreprises se financent. Il faut bien qu'elles trouvent des crédits, il faut bien qu'elles puissent investir, il faut bien qu'elles puissent acheter des machines, il faut bien qu'elles puissent se robotiser, il faut bien qu'elles puissent se numériser. Et quand j'entends certains dire « il faut que nos entreprises se numérisent », elles ont pris du retard, ils ont raison. Quand ils disent « il faut plus de robots », parce qu'on voit bien que les robots ne détruisent pas les emplois, ils créent de nouveaux emplois. Et qu'en Allemagne, il y a plus de robots et il y a moins de chômage, en France, il y a moins de robots et il y a plus de chômage. C'est peut-être que la robotisation est nécessaire. Mais qui paye tout ça ? Comment est-ce que l'on finance tout cela s'il n'y a pas un système financier solide, stable, pour irriguer notre économie, la financer et lui permettre de se moderniser? Alors je ne vous dis pas que la France sera ouverte à une finance prédatrice, certainement pas. Mais nous avons besoin d'une industrie financière forte pour financer notre économie. Je tiendrai dans quelques jours un sommet sur la finance verte qui précédera le sommet sur le climat le 12 décembre prochain, qui sera tenu par le président de la République. Et nous aurons l'occasion, justement, de préparer un certain nombre de propositions pour la finance verte, pour avoir une finance qui permette de réaliser des projets en matière d'environnement, d'énergie renouvelable. Voilà la finance que nous voulons. Une finance au service de projets d'avenir, une finance au service de la lutte contre le réchauffement climatique, une finance au service de l'innovation et notamment de l'innovation de rupture. Nous ferons avec Nicolas Hulot un certain nombre de propositions très concrètes sur cette finance verte d'ici quelques jours. Le deuxième pilier de notre stratégie économique, c'est précisément l'investissement dans le futur et l'investissement dans l'innovation. Une fois que vous avez simplifié et assoupli le cadre général sur le droit du travail, sur la finance, sur les dispositifs fiscaux pour les entreprises, il faut aussi fixer un cap qui est celui de l'investissement dans le futur. Inutile de vous dire à quel point les changements vont vite. Il suffit simplement d'avoir un tout petit peu de mémoire et de se rappeler, il y a 20 ans, comment est-ce que nous communiquions entre nous?
Comment est-ce que nous allions rechercher des informations? Je me souviens de mes années de chercheur en littérature, ça ne remonte pas à si longtemps que cela, où lorsque j'avais besoin d'une référence sur Marcel Proust, puisque je travaillais sur la recherche du temps perdu, il fallait que j'aille dans une bibliothèque, que je vérifie les horaires d'ouverture, que je m'inscrive à l'avance, que j'aille dans un fichier, que j'aille prendre la petite fiche cartonnée, que j'aille repérer l'ouvrage de Proust, qu'ensuite j'aille dans les rayonnages, que j'aille prendre le livre, que je trouve la bonne page. Il me fallait au moins 2 heures ou 3 heures, au bas mot, avec une bonne organisation et un bon calendrier pour retrouver la phrase de Proust dont j'avais besoin. Aujourd'hui, je prends mon smartphone, je tape la phrase de Proust qui m'intéresse et il me faut environ 2 secondes en fonction de la qualité du réseau à très haut débit dont je dispose pour retrouver la phrase. Ces innovations, elles ont totalement changé notre vie. Et elles vont les changer encore plus à l'avenir. Même si je ne partage absolument pas la vision millénariste ou pessimiste de ceux qui vous disent que l'intelligence artificielle, demain, va remplacer les hommes et les femmes, que nous allons tous disparaître et devenir inutiles. Je ne crois absolument pas à ça, et je pense qu'on exagère très fortement les risques liés à l'intelligence artificielle. Mais qu'il y ait une innovation rapide, qu'il y ait des changements qui appellent des financements importants et des capacités d'adaptation toujours plus rapides, ça c'est absolument évident. Concrètement, cela veut dire que nous allons sanctuariser le crédit impôt recherche. Concrètement, cela veut dire que nous allons aider toutes nos PME à se digitaliser, à se numériser dans les années qui viennent. Concrètement, cela veut dire que nous allons soutenir le travail remarquable qui est fait par la BPI et par Nicolas Dufourcq pour accompagner entreprise par entreprise celles qui ont besoin de se digitaliser pour réussir dans le monde tel qu'il est. Elles sont 2000, ces entreprises, elles doivent devenir 4000 demain. Concrètement, ça veut dire que notre tissu productif doit changer. Nous avons un tissu de PME tout à fait remarquable, mais qui n'ont pas la taille critique pour investir suffisamment et exporter sur les marchés où les croissances sont les plus fortes. Eh bien, il faut que cela change. Et l'objectif de la loi que je présenterai au printemps prochain est précisément de transformer l'appareil productif français d'un tissu de PME à un tissu d'entreprises de taille intermédiaire, innovantes, capables d'affronter les marchés extérieurs. C'est une clé de la croissance et des emplois en France. Investir dans le futur, c'est aussi être capable de forcer les voies de l'innovation de rupture. L'innovation incrémentale, c'est très bien. Mais elle a besoin aussi du soutien de l'innovation de rupture. Qu'est-ce que je veux dire par innovation de rupture? C'est très simple, c'est l'innovation qui n'est pas rentable pour une entreprise. Parce qu'on ne sait pas si ça va marcher ou si ça va échouer. Alors là, je voudrais qu'on se débarrasse d'un certain nombre de vieilles lunes européennes ou françaises, qui consistent à dire que le financement de l'innovation ne doit reposer que sur le secteur privé et que l'État n'a pas vocation à intervenir dans l'économie. L'État a un rôle majeur dans l'économie. Et il est essentiel au bon fonctionnement de toutes les économies. Les 2 économies les plus puissantes de la planète, permettez-moi cette observation toute simple, les États-Unis et la Chine, sont 2 économies où l'État intervient sans cesse pour soutenir ou pour protéger. Et j'y reviendrai, protéger de manière parfois agressive. Mais soutenir notamment tout ce qui a lié trait à l'innovation. La Chine soutient massivement l'innovation de ses entreprises. Elle multiplie les aides d'État pour permettre à leurs entreprises d'être les plus performantes dans tous les secteurs. Et c'est ce qui a permis à la Chine d'avoir dans tous les secteurs une avance de plus en plus forte. On parle d'Airbus, on parle de Boeing. Demain, vous pourrez rajouter l'avionneur chinois Comac, qui lui aussi sera capable, dans des délais sans doute assez rapprochés, peut-être pas de rivaliser, mais en tout cas de commencer à faire concurrence aux 2 grands avionneurs américains et européens.
On pensait la Chine incapable de nous rattraper en matière de trains à grande vitesse. Ils nous ont rattrapés et même dépassés. On les pensait incapables d'avoir des lanceurs en matière d'industrie spatiale. Ils l'ont fait avec beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que l'État chinois est derrière les entreprises chinoises pour investir et innover. Aux États-Unis, l'administration américaine dispose de la DARPA pour financer cette innovation de rupture. Tout le monde s'extasie devant SpaceX en nous expliquant que ce lanceur récupérable est le fruit d'un investisseur privé. N'oublions pas que cet investisseur privé a disposé des infrastructures de la NASA et du soutien constant de l'administration américaine. Eh bien, le Fonds pour l'innovation de rupture que nous allons mettre en place avec le président de la République au début de l'année 2018, avec 10 milliards d'euros d'actifs qui résulteront de la cession d'actifs de l'État, permettra justement de financer cette innovation de rupture. Et nous souhaitons qu'il soit le préalable à la mise en place d'un fonds européen pour l'innovation de rupture qui permettra, je l'espère, à l'Europe de prendre de l'avance aussi dans ces innovations de rupture, par exemple sur le stockage de l'énergie renouvelable. Demain, le continent qui maîtrisera le premier le stockage de l'énergie renouvelable prendra une avance considérable en termes de compétitivité énergétique et de financement de son économie. Enfin, investir dans le futur, c'est évidemment être capable d'adapter notre système de formation. Il ne suffit pas d'investir dans les machines et dans les technologies. L'investissement le plus précieux, cela va de soi, il est dans les hommes et les femmes qui font l'économie. Notre système de formation doit être revu en profondeur. Il doit donner les compétences dont nous avons besoin pour réussir dans l'économie qui vient. Elle doit nous permettre de nous adapter beaucoup plus rapidement. Elle doit offrir la possibilité à chaque salarié de faire face aux transformations économiques auxquelles il est confronté. Le cariste de l'usine d'Évian, qui demain doit devenir technicien de maintenance sur les robots qui sont en train d'être installés dans la nouvelle usine d'Évian, a besoin d'une formation. Il doit avoir accès rapidement à cette formation. Tous les salariés qui sont sur des tâches répétitives, dont nous savons que l'intelligence artificielle va les faire disparaître, doivent pouvoir se former et ont un droit à cette formation. Transformer la formation que nous apportons à nos salariés, c'est multiplier les chances de chacun de réussir dans l'économie telle qu'elle est. Le troisième pilier essentiel de notre stratégie économique, c'est faire en sorte que la croissance bénéficie à tous les Français, sans exception. Notre succès se mesurera non seulement au retour de la croissance, à la baisse du chômage, mais aussi à la réduction des inégalités entre les Français. Une France qui réussit, c'est une France où tous les Français réussissent. Une France qui retrouve espoir, c'est une France où tous les Français, sans exception, retrouvent espoir. Il ne peut pas y avoir la France des gagnants et la France des perdants. Il doit y avoir une seule France, où chacun trouve sa place, où chacun trouve son utilité, où chacun se dit que quel que soit le territoire où il est né, il a une chance de réussir et de vivre le destin qu'il souhaite vivre. Et de ce point de vue-là, les défis sont absolument considérables devant nous. Le défi des territoires, j'en ai parlé au début de mon intervention. Quand nous nous battons pour que GMS ne ferme pas dans la Creuse, à la souterraine, c'est une manière de dire très clairement, nous ne laisserons pas tomber les territoires qui sont les moins bien desservis et les moins bien lotis dans la République. Quand nous nous battons pour que les intérêts des chantiers navals de Saint-Nazaire soient défendus, c'est une façon de dire nous ne laisserons pas tomber les fleurons industriels français. Quand nous nous battons pour quelques emplois dans une zone rurale, c'est une manière de dire que la ruralité est essentielle pour l'avenir de notre pays.
quand nous décidons d'investir massivement avec le Premier ministre sur le très haut débit, pour que d'ici 2022, tous les territoires ruraux aient accès au très haut débit, c'est tout simplement parce que si vous n'avez pas le très haut débit, vous n'avez pas d'emploi. Et qu'il est inenvisageable d'avoir des territoires qui n'ont pas d'emploi, pas d'usines, pas de société, pas de médecins, pas de profession libérale, parce qu'elles n'ont pas de très haut débit. Et ce choix que nous faisons, d'équiper tous les territoires français en très haut débit, par toutes les solutions possibles, le filaire et peut-être aussi le satellitaire, c'est une façon de dire la France, c'est tous ses territoires, la France, c'est tous les Français. La France, ce ne sera jamais une partie de ces territoires ou une partie des Français. Cette défense de nos intérêts, cette capacité à faire une place à chacun, elle passe aussi par une action au niveau européen. Et je voudrais terminer en vous disant à quel point ce dernier volet de notre stratégie est absolument essentiel. Tout ce que nous aurons fait sur l'attractivité de la France, sur la baisse des impôts qui pèsent sur les Français ou sur les entrepreneurs, sur la transformation du système de formation, sur la relance de l'innovation, ne prend son sens que s'il s'inscrit également dans une stratégie européenne volontariste. Il y a une chose qui fait peur à l'Europe, qui lui a toujours fait peur, et ça m'a toujours frappé dans mes déplacements, dans les entretiens que j'ai pu avoir avec les responsables européens. C'est la puissance. La puissance fait peur à l'Europe. Elle a longtemps pensé que, dans le fond, on pouvait devenir un continent respecté, le plus riche du monde, je le rappelle au passage, innovant, défenseur de droits, de valeurs, et que nous pouvions refuser la puissance. Et c'est une erreur dramatique. L'Europe doit assumer sa puissance. Elle doit même la revendiquer. Sa puissance économique, sa puissance politique. Dans le monde dans lequel nous sommes, face à Donald Trump, face à Vladimir Poutine, face à Xi Jinping, renoncer à la puissance, c'est abandonner ses intérêts. Et je me réjouis de voir que, progressivement, sur un certain nombre de sujets, l'Europe commence petit à petit à affirmer une puissance. Et je me réjouis de voir que c'est en grande partie sous l'impulsion du président de la République française. Quand nous disons que nous ne pouvons pas accepter que nos PME, nos entreprises, payent leurs impôts locaux, payent leurs impôts sur les bénéfices, mais que dans le même temps, Google, Amazon, Facebook, Apple profitent des milliards de données à leur disposition en Europe et ne payent quasiment pas d'impôts aux Européens, et qu'il est temps de taxer les géants du numérique, eh bien pour une fois, ça ne reste pas lettre morte. Et hier, au Conseil des ministres des Finances européens, eh bien, nous avons adopté des conclusions et nous aurons, au printemps prochain, une proposition en bonne et due forme de la Commission européenne pour taxer les géants du numérique. Eh bien, ça fait plaisir de voir que l'Europe, enfin, commence à défendre ses intérêts et a compris que c'était difficile de demander aux boulangers de Bayonne ou de n'importe quelle autre ville en France de payer ses impôts locaux et son impôt sur les sociétés, tout en voyant que Google va payer des impôts dérisoires au Trésor public français. C'est une bonne nouvelle. Hier, nous avons adopté une liste des États qui ne luttent pas contre l'évasion fiscale. Une liste noire, 17 États. 47 autres qui vont être mis sous surveillance dans une liste grise. Nous allons travailler à des sanctions pour lutter contre cette évasion fiscale. Parce que l'évasion fiscale est inacceptable. Comment voulez-vous que les plus modestes de nos compatriotes acceptent encore de payer leurs impôts quand ils voient que ceux parmi les plus riches peuvent échapper à l'impôt
par des dispositifs d'évasion fiscale, dont certains États sont complices. L'Europe a eu le courage de publier une liste transparente. Elle a eu le courage de travailler à des dispositifs de sanctions qui sont examinés prochainement. Eh bien, moi, je veux saluer ce courage européen. Évidemment, c'est jamais parfait. Évidemment, toujours, il y aura certains pour nous rappeler à l'ordre et nous dire « la liste n'est pas complète, elle aurait dû aller plus loin ». Mais tout de même, c'est un progrès, c'est un pas en avant et c'est le signe que l'Europe est capable d'affirmer sa puissance. Troisième exemple. Nous avons un certain nombre d'investissements qui viennent en Europe, non pas pour faire réussir l'Europe, mais pour prendre nos technologies et affaiblir l'Europe. Nous travaillons aujourd'hui à un projet de directive pour contrôler les investissements étrangers en Europe. Qui aurait cru, il y a encore quelques années, que l'Europe aurait le courage de contrôler les investissements étrangers sur notre territoire pour nous assurer que c'est de bons investissements favorables aux entreprises européennes et aux Européens et pas des investissements qui visent tout simplement au démantèlement de nos industries ou de nos entreprises. Ce que la Chine est capable de faire pour protéger ses intérêts stratégiques, ce que les États-Unis sont capables de faire pour protéger leurs intérêts stratégiques, l'Europe, cette fois-ci, avec ce projet de directive sur les investissements étrangers, est capable de le faire. Nous aurons, dans les mois qui viennent, beaucoup d'autres sujets sur lesquels l'Europe devra affirmer sa puissance. J'en cite deux. Le premier, c'est la question de la réciprocité avec la Chine. Je me suis rendu à Pékin il y a quelques jours pour préparer le déplacement du président de la République en janvier prochain, et j'ai eu l'occasion de dire à nos amis chinois, le commerce doit reposer sur un principe de réciprocité. Nous ne pouvons pas comprendre que certains de vos marchés publics restent fermés quand les nôtres sont ouverts. Vous pouvez, vous Chinois, vendre des trains en Europe. Nous, Européens, nous ne pouvons pas vendre de trains en Chine. Alors, je connais l'argumentaire chinois qui consiste à dire que la Chine est une puissance en rattrapage. Et c'est vrai que si l'on considère la richesse chinoise rapportée au nombre d'habitants, la Chine a encore beaucoup de travail à faire devant elle. Et j'admets cet argument. Mais le gouvernement chinois ne peut pas ignorer non plus qu'en quelques années, la Chine est devenue la deuxième puissance économique de la planète, qu'elle est en train d'accélérer sur toutes les innovations, qu'elle est en train de prendre de l'avance sur toutes les innovations de rupture, en particulier l'intelligence artificielle. Elle ne peut pas ignorer, pour reprendre l'exemple ferroviaire, qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas de grandes entreprises chinoises en matière ferroviaire et que 15 ans plus tard, la première entreprise ferroviaire au monde, CRRC, est chinoise. Elle ne peut pas ignorer qu'en 2016, tous les appels d'offres américains pour de nouveaux matériels roulants ferroviaires ont été gagnés par CRRC, par la Chine. Et je crois que c'est dans ce dialogue franc et sincère avec nos amis chinois que l'Europe arrivera à défendre ses intérêts. Il est de l'intérêt de l'Europe d'avoir des relations commerciales fortes avec la Chine, mais il est aussi de l'intérêt de l'Europe que ces relations commerciales soient fondées sur un principe de réciprocité. Nous avons de l'autre côté de la planète, aux États-Unis, une réforme fiscale de grande ampleur en cours, avec des propositions de baisse massive de taux d'impôt sur les sociétés. Je serais mal placé pour critiquer ce choix-là, puisque nous avons fait le même choix avec le président de la République et le Premier ministre, en ramenant le taux d'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25% en 5 ans. Mais s'il devait y avoir, dans cette réforme fiscale américaine, des dispositions qui contreviennent aux règles fiscales internationales, notamment celles de l'OCDE, cela poserait à tous les Européens un problème. S'il devait y avoir une double imposition entre les sociétés filles et les sociétés mères, qui conduirait beaucoup de sociétés filles américaines implantées en Europe
à revenir aux États-Unis et à nous faire perdre des emplois et de la croissance économique. Cela nous poserait évidemment une difficulté. Et je pense qu'avec nos amis américains, nos alliés américains, il est important d'avoir sur cette question fiscale une discussion, là aussi, franche et sincère, pour que l'Europe sache défendre ses intérêts. Voilà les quelques remarques que je voulais vous faire ce matin sur la stratégie économique de notre pays. Vous voyez qu'elle repose avant tout sur la confiance que nous avons dans la capacité de la France à retrouver de la croissance, de la prospérité et des emplois. Ce n'est pas la France qui ne va pas bien. C'est le modèle que nous avons choisi. Ce n'est pas les Français qui ne sont pas à la hauteur des défis. Ils sont à la hauteur des défis. C'est les choix de politique économique ou de politique budgétaire qui ont été faits depuis des années qui les ont empêchés de réussir dans le monde tel qu'il est. Avec le Premier ministre Édouard Philippe, avec le Président de la République Emmanuel Macron, nous sommes convaincus, au plus profond de nous-mêmes, qu'avec les choix que nous faisons de transformation en profondeur de notre économie, nous permettrons à la France et aux Français de réussir. Et une nouvelle fois, comme souvent dans notre histoire, d'impressionner l'Europe et le monde. Je vous remercie.